On s'est laissé. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, on s'est laissé. Connectez-vous, chers parents, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, on s'est laissé en même temps. Ah, on est les bons. Ah, mettez-vous en ligne, on va se laisser, c'est l'incontournable. Toujours c'est l'incontournable. Ah. Pardonnez-moi, je vais m'hydrater la gorge. Ah, on est les bons. Excusez-moi, il va bien m'adosser. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. C'est-à-dire, partagez le direct massivement dans les groupes, sur vos murs. Invitez vos amis. Hein? Je dis bien invitez vos amis à s'abonner sur Guégué Complet. Et n'oubliez surtout pas de me donner mes étoiles. Donnez-moi mes étoiles en quittant ici. Donnez-moi mes étoiles. Ce n'est pas la force, hein, non. C'est, voilà, celui qui veut, il donne. Celui qui ne veut pas, il ne donne pas. Il n'y a pas de souci. Il y a d'autres qui demandent, mais où on peut trouver les étoiles. Les étoiles, c'est simple. Hein. Vous voyez en bas, là, quand vous commentez, là, il y a des cœurs, il y a des trucs, hein, à côté des cœurs, là, où vous appuyez pour donner des cœurs. À côté, là, il y a étoile. Vous cliquez sur étoile, là, vous allez suivre et vous suivez les instructions qui vont vous donner pour, voilà, m'envoyer des étoiles. Donc, voilà, tu peux m'envoyer, lui qui veut, il envoie 60, 50 étoiles, 75 étoiles, 200 étoiles, 500 étoiles, 1000 étoiles, peu importe. Donc, voilà, où ta main arrive, tu donnes ce que tu peux donner, mon frère. Donc, les étoiles se donnent juste en dessous. Là où se trouvent les cœurs, les pouces et tout, il y a image de toi, tu cliques là, et puis tu suis les instructions, tu donnes ce que tu peux donner comme étoile. Oh, ici à Kabagaga, on ne dort pas. Aujourd'hui est un grand week-end, on ne dort pas. Faut pas dormir, ne dormez pas, ne dormez pas, réveillez-vous. Aujourd'hui est un grand jour, c'est pas comme les autres. Nous sommes encore le samedi 27 août 2022, s'il vous plaît. Bientôt, voilà, 28 août, ça va arriver. Hein? On chasse comme ça, truc août, septembre. Septembre n'est plus loin. Ah, voilà quelqu'un qui vient de donner 75 étoiles. Que Dieu bénisse ce dernier. Que Dieu vous bénisse. Quadio Yves à dépôt. Que Dieu vous bénisse, maître Quadio, depuis votre position. J'espère qu'il y a d'autres personnes qui vont faire ce geste de bonne volonté. Permettez-moi de m'hydrater la gorge, s'il vous plaît. On est là, Godiago. Keita Dimitri. Ouais, il faut ça. Il faut les vins noirs. Quand il se fait tard, maintenant, on porte les vins noirs pour ne plus qu'on voie nos visages. Sinon, je peux enlever. Voici l'incontournable. Mais je mets les vins noirs. Voilà, c'est très important. Quand c'est comme ça, voilà, à nous aller. Alors, bonsoir à tous et à tout pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable Guégué Complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourreau aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon. Appelez-moi Boum, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino Camari des Oula Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour décortiquer ce qui se passe à travers le monde. Mais avant d'arriver sur l'Ukraine, parlons d'abord de notre pays, parce qu'il y a un leader, soi-disant, d'un mouvement politique appelé le COGEP qui aurait porté plainte contre une cyberactiviste du nom de Alette Zaté. Donc vous la connaissez, Alette Zaté, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous tapez seulement Alette Zaté, vous allez savoir c'est qui. Elle fait aussi les vidéos, c'est très important. Alors j'ai appris que Charles Bleu Goudet a porté plainte contre cette dernière. Mais quand je vois ça, je vois c'est une honte en fait. Vous savez, vous comprenez, c'est-à-dire les adeptes de Charles Bleu Goudet. Votre leader là, vous voyez là où il arrive. C'est-à-dire, oh vraiment, Bleu Goudet, ça fait pitié et c'est la honte totale en fait. Celui qui veut, c'est-à-dire, il veut se faire les grands, mais il n'est pas grand.
Il veut se jouer les durs, mais il n'est pas un dur. Quand je vous disais que Blé Goudé est un petit dictateur, voilà la dictature, voilà comment ça montre son petit visage. Blé Goudé, c'est-à-dire il n'est rien d'abord. Il n'est encore rien devenu. Il est un simple petit politicien et il montre déjà qui il est. Imaginons. C'est-à-dire, moi, c'est ce double langage que je ne cautionne pas. On combat Alassane ici. Je dis bien on combat Alassane ici. Tout le monde en reproche à Alassane Ouattara. Pourquoi il arrête les gens pour les mettre à la maca, ceci, cela. Mais tu ne peux pas. J'ai dit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je dis bien, écoute-moi très bien, chers parents, chers frères, chers sœurs. Tu ne peux pas critiquer Alassane Ouattara, d'arrêter des gens de façon illégale parce qu'on l'a critiqué. Hein? Et cautionner que Blé Goudé porte plainte contre des gens. Et tu soutiens cette plainte-là. Mais quel est ce double langage? Donc, Blé Goudé, il porte plainte parce qu'il n'est pas au pouvoir. S'il était au pouvoir comme Alassane Ouattara, il n'allait pas porter plainte. C'est-à-dire il allait envoyer des encagoulés pour arrêter cette dernière. C'est de ça qu'il s'agit. C'est parce qu'il n'a pas le pouvoir d'envoyer des gens encagoulés pour arrêter Alex Zaté. Voilà pourquoi il porte plainte. C'est parce qu'il n'est pas au pouvoir pour envoyer la police ou la gendarmerie ou les gendarmes, je ne sais pas, pour arrêter Alex Zaté. Voilà pourquoi il porte plainte. Mais s'il était au pouvoir comme Alassane Ouattara, il allait se comporter de la même manière. Alassane Ouattara, il se comporte en arrêtant les gens. Donc, vous, membres de l'opposition, spécialement à Charles Blé Goudé, je me dis, mais Blé Goudé, ce mec, c'est pas quelqu'un en qui les Ivoiriens vont confier leur avenir. Parce que c'est un petit dictateur. Il est pire que Soro Diop, il est pire que même un truc, les Alassane Ouattara. Il n'est même pas encore arrivé quelque part et c'est lui qui porte plainte. Parce qu'on l'a critiqué. Ah, si Gbagbo voulait porter plainte contre Blé Goudé, est-ce qu'on allait quitter ici? Je dis bien si Gbagbo Laurent voulait porter plainte contre Blé Goudé parce que Blé Goudé a critiqué Laurent Gbagbo ou les adeptes de Charles Blé Goudé auraient accusé Laurent Gbagbo à tort. Est-ce qu'on allait quitter ici? Malgré tout ce qu'ils disent sur Laurent Gbagbo, avez-vous déjà vu Laurent Gbagbo porter plainte contre Blé Goudé? Avez-vous déjà vu Laurent Gbagbo porter plainte contre un militant pro Blé Goudé ou bien un militant du COJEP? Non. Mais combien de fois les militants du COJEP ne font pas de vision pour allumer Laurent Gbagbo matin, midi, soir? Souvent, ils mentent sur le vieux. Ils disent n'importe quoi et n'importe comment sur Laurent Gbagbo. Ils le dénigrent matin, midi et soir. Ils savent ce qui se trouve entre ces deux jambes. Ils insultent même jusqu'à son calisson. Ils connaissent son calisson. La couleur du calisson de Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo n'a jamais porté plainte contre un militant de Charles Blé Goudé. Il n'a jamais voulu faire du mal à un militant de Charles Blé Goudé. Et même votre Blé Goudé d'ailleurs. Quand il prend Laurent Gbagbo ici en train de parler en parabole. Je dis bien, Blé Goudé parle en parabole. Il appelle ça proverbe. Et il manque de respect à Laurent Gbagbo. Il le traite de tout nom. Avez-vous déjà vu Laurent Gbagbo porter plainte? Mais votre Blé Goudé là, pourquoi il se permet de porter plainte? Quand on est leader là, on doit assumer, non? On ne devient pas leader qui veut. On devient leader qui peut. Donc si tu peux devenir leader, c'est qu'il faut accepter les critiques. Il ne faut plus être là, chercher à porter plainte. À tout va. N'importe comment. Donc, Blé Goudé devrait montrer son sens d'homme démocrate. Mais non, c'est le contraire qu'il fait. Vous, qui allez me dire, ah non, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a porté plainte, c'est son droit? Mais, c'est son droit, il n'y a pas de souci. Donc, si Alassane Ouattara aussi, il arrête des gens en Côte d'Ivoire, c'est aussi son droit, non? Mais c'est tout à fait logique, non? Parce que si on est à mesure de critiquer Alassane, on doit être aussi à mesure de dire à Blé Goudé, mais là où tu vas là, c'est pas normal. Tous ceux qui suivent Blé Goudé, combien de fois ils n'ont pas insulté Gbagbo, ils n'ont pas insulté Alassane, ils n'ont pas insulté Bédié. Ils passent leur temps à dénigrer Alassane ici. Donc si Alassane les arrête et que nous les autres, on est contre, parce que les arrestations que font les gens du RADP, nous dénonçons ça pour dire, ben, ce sont des arrestations arbitraires, on ne peut plus critiquer le pouvoir, ceci, on appelle ça critique. Or, dans nos critiques, là, il y a injure. Ah oui, il y a injure.
Combien de fois les gens n'ont pas insulté Alassane Ouattara? Ouais, Burkinabé, Saint-Doulouetin, Seridiaka, ceci, cela, pantalon sauté, va, Alassane Ouattara, bouche, ceci, cela. Les gens ont passé leur temps à insulter ce monsieur. Et donc, quand le monsieur agit et qu'il met les gens en prison, on dénonce. On dit non, c'est la démocratie, on doit parler. C'est la liberté de l'expression. Mais vous, en votre tour là, vous qui vendez des illusions aux gens, vous, membres du COJEP, disant que donc vous êtes des démocrates et que vous n'êtes pas des dictateurs. On vous critique net plainte. On vous critique net plainte. Donc, vous n'êtes pas différent de Ouattara. Donc, à partir d'aujourd'hui, fermez vos grains, fermez vos bouches, ce que vous appelez bouche là, fermez ça et ne vendez plus jamais d'illusions aux gens. Puisque entre vous et Alassane, il n'y a aucune différence. Vous êtes pire que le RADP. Je dis bien, le COJEP est pire que le RADP parce que de la manière vous agissez, si vous étiez au pouvoir, je ne pense pas que c'était des encagoulés que vous alliez envoyer, peut-être même des mercenaires pour assassiner Alex Zaté. Vous allez envoyer des gens pour lui ôter la vie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est parce que vous n'avez pas le pouvoir en ce moment. Voilà pourquoi vous êtes dans les tribunaux pour porter des plaintes. Pour vous regardez sur les réseaux sociaux qui vous a critiqué. Mais vous aussi, vous avez des militants qui critiquent. Donc, si chaque camp politique veut regarder sur les réseaux sociaux pour dire, ah, lui là, il a critiqué, je porte plainte, on ne va pas quitter ici. Je dis bien, si chaque camp politique en Côte d'Ivoire voulait regarder sur les réseaux sociaux, on n'allait pas quitter ici. Quel parti politique qui n'est pas critiqué en Côte d'Ivoire? Que ce soit le PPACI, et le PPACI est critiqué. Quand Laurent Gbagbo et sa femme Simone Gbagbo, il y a eu la mésentente entre les deux. Mais qui n'a pas critiqué Laurent Gbagbo? Qui n'a pas insulté Laurent Gbagbo? Avez-vous vu Laurent Gbagbo poursuivre des gens qui le critiquaient? Pour dire non, ils m'ont calomnié, ils ont menti sur moi, ils ont dit ceci, cela, je porte plainte contre tel individu sur Internet. Mais on vous a dit, les gens de Laurent Gbagbo ne voyaient pas ça. Les proches de Laurent Gbagbo ne voyaient pas les gens qui l'insultaient, qui le critiquaient, qui lui manquaient de respect, qui mentaient sur lui. Ils ont vu. Mais c'est un grand homme. Il n'a jamais porté plainte contre ces gens-là parce que c'est un grand homme. Il se met au-dessus d'eux parce qu'il a choisi d'être leader. Et donc, lorsqu'on est leader et qu'on s'autoproclame, ou bien on se proclame démocrate, on doit être l'exemple parfait de cette démocratie. On ne peut pas s'autoproclamer démocrate et faire le contraire d'un homme démocrate. C'est-à-dire faire le contraire de ce qu'un démocrate devrait faire. Vous faites ce que les dictateurs parfaits font. Et Blé Goudé, il n'est pas loin d'être dictateur. Je dis, il est pire. Ce monsieur, quand je vous disais Blé Goudé, Blé la machette, c'est quelqu'un qui est dangereux. Blé la machette. Si chaque famille ivoirienne voulait porter plainte, est-ce qu'on allait quitter ici? Parce que lui, c'est lui-même qui a calomnié, c'est lui-même qui a menti aux Ivoiriens. Donc, il a menti à des familles entières. Et ces familles se sont vues massacrées. Parce que quand il appelait les Ivoiriens en Côte d'Ivoire de sortir massivement, les mains en l'air, les mains nues, pour aller affronter la force Licorde, ce n'était pas de la manipulation. Il savait bel et bien que ces Ivoiriens-là, avec les mains nues, on ne pouvait rien faire. Mais il nous a téléguidés là-bas. Il nous a envoyés vers l'abattoir. Et quand c'était chaud, lui, il fuyait. Il se mettait à l'abri. Et on nous massacrait. Et donc, Blé Goudé a été le plus grand manipulateur de la Côte d'Ivoire. Et donc, si chaque famille ivoirienne voulait porter plainte pour manipulation, calomnie, et je ne sais pas, et dénigrement, mais lui, il allait faire la prison pour ça. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit aux Ivoiriens? Quelle promesse il n'a pas fait aux Ivoiriens? Des mensonges envers le peuple ivoirien. Il nous a promis des faussetés. Il nous a menti en nous faisant croire que non, on pouvait libérer le pays avec les mains nues. Il nous a jetés dans la gueule du loup en nous faisant croire que non, on pouvait libérer le pays. On pouvait chasser l'armée française. Voilà des illusions qu'il a vendues aux gens. Un menteur comme lui qui ose porter plainte contre une simple citoyenne, une simple blogueuse, vraiment, je ne sais pas quoi, mais on tombe des nuages. Blé Goudé est un petit dictateur. Un petit dictateur qui n'aura aucun avenir politique. Je vous le dis aujourd'hui, notez très bien, il n'aura aucun avenir politique. D'ailleurs,
Sa politique va se limiter sur l'histoire de déposer les plaintes, porter plainte envers les cyberactivistes. C'est tout ce qu'il va faire. Parce qu'il n'a plus d'avenir politique. D'ailleurs, les militants qui l'attendaient à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire, beaucoup ont commencé à le lâcher. Parce qu'ils voient que non, avec ce dernier, il n'a aucun avenir politique. Non seulement il a reçu son passeport, mais il n'arrive pas à rassurer ses propres militants qui sont en Côte d'Ivoire. Quelques militants. Je dis quelques militants parce qu'il n'est pas populaire là-bas. Voilà, c'est sur les réseaux sociaux écrits, c'est sur les médias, même stream européens, qu'il crie en faisant croire qu'il est trop populaire, mais en réalité, la réalité, c'est qu'en Côte d'Ivoire, il n'est pas populaire. Et sa petite, comment on appelle ça même, son petit soutien, ces petits militants qui sont là-bas, il n'arrive même pas à les rassurer. On lui demande, mais tu viens quand? Il est incapable de leur dire. Il est incapable de leur dire quand il arrive. Donc, cette petite notoriété qu'il a en Côte d'Ivoire, il est incapable de les rassurer. Un homme comme ça, est-ce qu'on peut le suivre? Il a fait comprendre que c'est Gbagbo qui bloquait son passeport. D'après ces militants, ils ont dit c'est Gbagbo. Blé, ils t'ont donné passeport. Va en Côte d'Ivoire, il fait des postes où il est à l'aéroport. Ces aéroports où il est là, je vais vous le dire. Quand il quitte en Hollande, il veut partir en France là-bas. Il se met à l'aéroport de trucs de Pays-Bas pour prendre avion. Et il montre ça. Il dit, et puis il fait un proverbe, comme s'il partait en Afrique. Pourtant, il est là, il circule là. En Hollande, pour aller en Belgique, il prend avion. Oh, les deux pays sont collés. Un homme comme ça, pour dire il est trop arrivé. Il a eu une grosse caisse. L'argent que vous cotisez là, il a pris ça, il a payé une grosse voiture. Mais il est incapable de prendre cette voiture-là pour aller en Belgique. Il est obligé de prendre avion. Quelle peur il a. Ou puis on lui a dit, les gens l'attendaient dans le truc sur les routes pour lui faire du mal. À chaque fois, il prend avion. À chaque fois, il prend avion. Ou bien les trains ont disparu. Les TGV ont disparu. Belgique, tu es en Anvers. Je dis bien Anvers. Le port d'Anvers. Et tu vois la Hollande. Tu vois la Hollande. Hollande, tu es au port d'Anvers et puis tu vois Hollande. Ce n'est même pas loin. Nous, quand on a trop chaud, on monte sur les trucs, les petits bateaux là. Et si on monte sur ça, tu bois ton café. Il suffit d'avoir ton truc, au moins 50 €. Tu as tes 50 €, tu montes dans le bateau, tu es sur la mer, et puis tu manges tes frites sur le bateau, tu bois ton café, tu manges tes frites, tes poulets, ailes de poulon bien sur la mer, et puis tu fais la belle vie. Le week-end, on va en Hollande, et puis on est heureux là-bas, dans les boîtes de nuit et tout. Ça prend même pas, ça fait pas 20 minutes en voiture. Tu as trop duré en route. J'ai dit, tu as trop duré en route en voiture, c'est 15 minutes. Dans ça, il prend encore avion. Quelqu'un qui fait la vie de Louga, ici. Et ce dernier-là, vous avez espoir. Vous pensez que non, il va vous libérer de quoi que ce soit. Blé Goudé, qui a goûté Europe. On vous a dit, il va encore partir en Afrique. Blé Goudé qui a goûté Europe. C'est la première fois qu'il avait connu Europe. Ses yeux, c'était pas encore ouvert, c'était en Angleterre. De l'Angleterre, il n'est pas allé quelque part. Hein. Ils l'ont chassé de l'Angleterre. Il voulait profiter de l'Angleterre. Les Anglais l'ont chassé. Cette fois-ci, il n'a qu'à dire Dieu merci à la CPI. Ils l'ont envoyé à la Tricom. En Hollande, il a vu la vie là-bas. Il a vu que en Hollande, Brégoudé qui aime femme comme ça. Il a vu femme européenne, femme hollandaise. Ses yeux commencent à briller. Les femmes au truc bêtées qui sont remplies. Hein, en Europe ici, ça défile là-bas. Il est mougou seulement. Il dit, Niawa, si c'était en Côte d'Ivoire, je n'allais pas avoir ça. Brégoudé, il est dans le confort ici. Il n'en a rien à foutre de votre politique. Pour ne pas que les gens l'oublient. De temps en temps, il fait des postes. De temps en temps, il parle sur les médias pour faire croire aux gens qu'il est là. Mais en réalité, il est déjà oublié. Hein? Donc, ces plaintes, il va porter. C'est quand tu tombes en politique, c'est-à-dire, si ça ne va plus, c'est là que tu passes sur les trucs pour porter plainte contre les gens. Nous, les autres, on pouvait porter plainte. Là, Guy Chérif, combien de fois il n'a pas menti sur moi en disant que
l'opposition, c'est-à-dire le FPI m'avait donné du poison pour empoisonner les cadres du RADP. Et que j'avais reçu de l'argent de la part de trucs. Je pouvais prendre ça, cette déclaration, pour aller porter plainte. Mais j'ai laissé, j'ai dit non, ça ne sert à rien. Mais si je portais plainte contre lui, je peux jusqu'à même à présent aussi, si je veux toujours, je peux porter plainte. Mais je ne le fais pas. Parce que je dis, ça ne sert à rien de créer des ennuis à un Ivoirien. Voilà, il a parlé, mais si je voulais lui faire du mal, j'allais le poursuivre. Non seulement je porte plainte en Belgique et je pars en France, je porte plainte là-bas pour le poursuivre, mais je ne le fais pas. Mais votre Blé Goudé qui se dit, moi qui ne suis pas, moi je ne suis pas un leader qui a un parti politique. Et je suis ces affaires qui sont gravissimes. Mais lui, Blé Goudé, non. Il se dit leader, mais il regarde dans toutes les sauces. Il porte plainte, il porte plainte. Il n'a plus d'avenir politique. Ces éléments sont là, le fuit, matin, midi et soir. Il ne sait plus où mettre la tête. Pour aller en Côte d'Ivoire, c'est tout un problème. Parce qu'il a femme européenne ici. Il a les filles, les vieilles bêtées qui l'alignent matin, midi et soir pour le Mungu seulement. Ça est là. Et donc, Blé Goudé, il est là et il ment. Il dit non, on ne veut pas me laisser rentrer en Côte d'Ivoire. Atia, il ne faut pas mentir. Ton passeport est là. Donc, on t'empêche aussi de rentrer dans les pays africains. Donc, pays africains, prendre visa pour aller au Ghana, voir les trucs, les migrants qui sont là-bas aussi. Les exilés ivoiriens là, à la Sainte-Ouattara aussi t'empêche d'aller au Ghana. Mais au Cameroun, les Camerounais qui te soutiennent. À la Sainte-Ouattara a appelé aussi Paul Biya de t'empêcher de descendre au Cameroun. Je ne sais pas quoi, mais quand même, tu devrais quand même faire un pas pour montrer que donc, tu pouvais voyager. Mais non, tu ne le fais pas. Un menteur comme toi. C'est un petit manipulateur. C'est fini, les gens ont vu dans son jeu. Ça ne peut plus prendre. Donc, ce qu'il prenait avant ne peut plus prendre maintenant. Donc pour lui, il est grillé. Il est grillé comme Ngomé. Tu es grillé comme un loco. C'est fini ça. Un vrai imposteur. C'est moi qui vous le dis. Et je demande à tous les militants qui sont derrière Blé Goudé, le peu qui reste là, quittez ce dernier. Quittez-le. Il va vous apporter quoi même? En 2025, il ne va même pas être candidat. Vous suivez quelqu'un qui ne va même pas être candidat. Il n'est même pas député. Il n'a jamais travaillé en Côte d'Ivoire. Je vous le jure. Vous-même, vous qui le suivez là, vous avez un grand carnet d'adresses que lui. Il n'a jamais travaillé dans sa vie. Si on lui dit, Blé Goudé, montre-nous ton bulletin de salaire mensuel du passé. Il est incapable de montrer un bulletin de salaire. Parce qu'il n'a jamais été salarié en Côte d'Ivoire. Je vous le dis, il n'a jamais été salarié ce dernier. Donc non seulement il n'a jamais été salarié, il est vieux, il devient chauve, et il est caché truc en Hollande là-bas. Il mourra seulement les vieilles femmes. Mais ça va se périmer, son passeport, ça va se périmer en 2024 là. Il n'aura plus de passeport et il va encore chauffer aux oreilles des gens. Mon passeport, on ne veut pas me donner. Si ça finit, il ne faut plus vont lui donner passeport. Parce que il dit, ah, c'est à cause des passeports, je ne pouvais pas voyager, on t'a donné passeport. Il va rester là. En 2024, ça va encore périmer. Ou bien en 2000, je ne sais pas. Oui, en 2025, son passeport n'aura plus de trucs. Il ne peut plus voyager avec ce passeport. Donc en 2025, ça prend fin. Puisque ça a été fait en 2020, là. Le passeport de Blé Goudé a été fait en 2020. On lui a donné ça en 2022. Donc 20, 21, 22, ça fait déjà combien? 2 ans. Ah tiens. Ça fait déjà 2 ans. 2025, ça prend fin. Puisque c'est chaque 5 ans, chaque 5 ans. Il va dire quoi encore demain? Il n'a même pas bulletin de salaire, ce monsieur. Depuis qu'il est né. Depuis qu'il est né, il n'a jamais connu ce que c'est qu'un bulletin de salaire. Il n'a jamais payé impôt en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui veut diriger un pays qui n'a jamais, il ne sait même pas comment on paye impôt. Il n'a jamais, je dis bien, il n'a jamais payé impôt. Au contraire, l'argent des Ivoiriens, on lui donnait ça. Laurent Gbagbo lui donnait ça. On lui donnait ça dans des enveloppes. Il avait gardé corps, cortège de trucs au Blé Goudé. On ne pouvait pas attraper ça en Côte d'Ivoire. Il ne cotisait même pas pour le bien-être du pays. Un menteur comme ça, comme lui.
Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà quelqu'un qui n'a jamais connu ce que c'est que les impôts. Il n'a jamais connu ce que c'est qu'un bulletin de salaire. Et en plus, pire encore, il n'a jamais su se présenter dans une commune ou bien dans une serait-ce qu'une petite ville pour dire il va rêver à briguer une mairie, truc à briguer, comment on appelle ça? Ce n'est pas la magistrature suprême, à briguer un siège au sein de l'Assemblée nationale ou bien à briguer un siège au sein d'une mairie, d'une ville quelconque ou d'une commune quelconque. Il n'a jamais rêvé à faire ça. Et ce dernier, il se lève pour, il dit non, ce truc, il veut devenir président. Tu penses qu'on se lève comme ça pour... Tu penses que les Ivoiriens, ils sont trucs pour te confier un pays qui est sensible comme la Côte d'Ivoire? Les plaisantins quand même. Hein. Voilà un plaisantin. Il sort de nulle part. Il dit non, il veut être président. Bleu Goudé, s'il te plaît, réveille-toi. Les Ivoiriens d'aujourd'hui ne sont plus les Ivoiriens d'hier. Et c'est ce qui fatigue la France, qui pense que les Africains d'hier, ils sont même chose que les Africains d'aujourd'hui. Non, les gens, ils changent. Les Ivoiriens d'hier, qui étaient amoureux de toi, là, c'est fini. Les Ivoiriens d'aujourd'hui, ils ont vu clair. Leurs yeux voient clair. C'est fini. Réveille-toi. Reviens dans le nouveau monde. Et ce nouveau monde-là, il n'y a pas ta place à la magistrature suprême. Non seulement tu ne vas pas être candidat en 2025, tu ne connais même pas quand est-ce que tu vas mettre pied en Côte d'Ivoire. Et tu fais espérer quelques Ivoiriens qui n'ont rien compris. Comme quoi, tu es le leader et que tu vas diriger le pays. Tu vas diriger quel pays? Et au sein de ton COJEP, là, tu vas présenter qui même, qui va influencer sur les élections de Côte d'Ivoire pour que ce dernier puisse être élu président de la République de Côte d'Ivoire. Qui? Tu es le seul qui, c'est-à-dire, parce que tu es quelqu'un, tu es inconscient en fait. Tu n'as jamais voulu que quelqu'un d'autre émerge au sein de ton COJEP, au sein de trucs. Bon, COJEP, ce n'est pas lui-même qui a créé, hein, c'est une créature du FPI, de Gbagbo. Voilà, je tiens à vous le dire. Il a hérité de ça. C'est-à-dire, c'est des bandits, c'est des brigands. Lui a fait une guessant. Voilà, des brigands, des voyous. Ils n'ont rien créé, mais ils se sont accrochés au mouvement que Laurent Gbagbo a créé. Gbagbo a donné FPI à FI. Gbagbo a donné COJEP. C'est-à-dire, les gens de Gbagbo qui avaient créé COJEP pour soutenir Gbagbo, ils ont laissé ça brégouder parce qu'il s'est accroché à ça. Il a lutté. Donc, rébellion là. Auprès de Gbagbo, c'est Blé qui a commencé. Hein. Vous voyez, COJEP, ce n'est pas lui qui a créé. COJEP, là, il n'a jamais créé ça. Il a hérité de ça. Quand l'Angleterre l'a chassé, quand il est parti en Côte d'Ivoire, il a trouvé COJEP à tiens. On lui a donné. On dit, tiens, un mouvement, tu vas diriger ça. Ce mouvement-là, c'est pour le FPI. Tiens, il s'est accroché à ça, il n'a plus voulu donner ça au propriétaire. Il a lutté jusqu'à il dit, ouais, je suis le leader du COJEP. Donc, Afi a triché sur le truc Blé Goudé. Donc, ça ne me surprend pas de voir Blé Goudé et Afi s'attendre parfaitement. Ils sont amis parce qu'ils ont le même esprit, ils ont la même vision. La rébellion au sein du mouvement de Laurent Gbagbo. Ce sont ceux-là qui ont mené l'histoire de trucs, esprit rebelle. Donc, il y a longtemps, les rebelles combattaient Laurent Gbagbo. Ce n'est pas la rébellion de Soro, non. Il y a longtemps, auprès de Laurent Gbagbo, il y avait déjà des rebelles qui combattaient déjà Laurent Gbagbo pour lui arracher son FPI et son COJEP. Et on a vu ça avec le temps, on a constaté qu'il y avait des vrais rebelles. Donc Blé Goudé était un rebelle. Un vrai rebelle. Afi N'Guessan était un vrai rebelle. Et donc ce sont des brigands bandits notoires qui s'autoproclament des politiciens. Voici ce qui est clair. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est clair. Donc Blé Goudé, il ne peut pas se lever un bon matin pour dire je vais être président. Non. Avant de dire tu veux être président, il faut d'abord définir la date à laquelle tu vas rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que tes propres militaires, même tes propres collaborateurs, ils ne savent même pas quand est-ce que tu vas partir. Puisque tu n'as même pas de truc. Tu n'as aucune vision politique. Et tu passes ton temps à leur mentir. Je demande le peu qui reste encore, qui soutient, je dis le peu qui soutient encore Blé Goudé, de quitter derrière Blé Goudé. Mettez-vous derrière le PPACI.
Ceux qui veulent le PPACU, PDCU, RADP, mettez-vous en tout cas derrière celui qui vous arrange. Mais laissez Blé Goudé, lui là, il n'a pas d'avenir politique. Ne jouez pas l'avenir de la Côte d'Ivoire. Hein, parce que vos voix vont compter. Vos voix. Blé Goudé, lui, il fait la belle vie. Hein. Il mougou les vieilles femmes, trucs européennes ici. Hein. Il est mougou seulement. Et vous êtes là, Blé, Bapéo. Non, non, lui, il fait sa belle vie de louga. Ah oui, il mougou les filles, gourou, les filles bêtées, les vieilles femmes européennes, les vieilles femmes bêtées. Il est mougou matin, midi, soir. Il est mousso, il est mousse. Et vous êtes là-bas, restez là, dites Bapé. Lui, il se sucre les reins ici. Hein. Il se sucre les reins. Cherchez l'argent, tiens, cherchez l'argent en Côte d'Ivoire. Ne suivez pas Blé Goudé. Blé Goudé, c'est pas quelqu'un. Donc, je vous conseille de quitter ce dernier le plus tôt possible. C'est très important. Donc, nous allons le laisser pour aller maintenant du côté des trucs de l'Ukraine. C'est très important. Donc, les choses évoluent au niveau de l'Ukraine. Les choses évoluent. Et il y a un effondrement immense de la part de l'armée ukrainienne. Est-ce que vous attendez encore sur les médias mainstream que l'Ukraine lance une contre-offensive de grande envergure pour prendre Kherson et la Crimée? Non. Peut-être le dirigeant ukrainien, dans ses rêves ou dans son coma le plus calamiteux, pense reprendre un jour la Crimée, mais ce n'est pas le cas. C'est le contraire qui se passe à Tia. La Russie, c'est-à-dire il y a de cela 4 jours, les soldats russes étaient à 15 km de Mykolaïv. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Mykolaïv, ça y est au sud de l'Ukraine, auprès de la mer Noire. Donc, Mykolaïv, entre Kherson et Odessa, se trouve la ville de Mykolaïv. Donc, avant d'atteindre Odessa, il faut passer coûte que coûte par Mykolaïv. Quand la mer Noire a été minée, il y a assez de mines. Donc, les navires de débarquement et tout ne peuvent pas passer par là. Parce que si ces navires veulent aller là-bas, ils vont croiser des mines qui vont faire exploser ces navires. Et en dehors de ces mines, les Occidentaux ont doté les Ukrainiens des systèmes, des missiles anti-navires. Et ils ont caché ça dans le port d'Odessa, les trucs comme ça. Donc, voilà. Les Russes ne peuvent pas passer par la mer Noire pour attaquer Odessa. Ils peuvent frapper Odessa avec des missiles de croisière à longue portée. Mais pour atterrir militairement parlant sur Odessa, il faut que la Russie passe par Mykolaïv. À Tia, il y a eu une offensive en cours. Il y a des blindés de chars de 20 km depuis Kherson qui se dirigent vers Mykolaïv en ce moment où je vous parle. Il y a de cela 4 jours, les Russes étaient à 15 km. Et les 4 jours qui sont passés, ils ont pris 3 à 5 km. L'armée russe a avancé de 3 à 5 km. Donc, ils ont atteint la limite, la frontière de Mykolaïv. Ce qui veut dire que, comment on appelle ça, la ligne de défense des soldats ukrainiens. Parce que les Ukrainiens ont décidé de défendre la ville de Mykolaïv. Ils avaient fait avancer leur défense à 15 km, 10 à 15 km comme ça, de la ville de Mykolaïv. Mais leur défense vient d'être anéantie par la Russie. Donc l'armée russe a anéanti 2 bataillons ukrainiens qui défendaient cette ligne. Donc cette ligne vient de s'effondrer. La ligne vient de s'effondrer. Et donc, les Russes avancent à grande vitesse. Et je vous ai dit, il y a un cortège de chars de 20 km qui est en cours, avec des missiles Grad, des missiles Smash, des Thor 1, et tout ce que, les missiles Ouragan, tout ce que vous pouvez, toutes sortes de gammes de missiles, tout ce que vous pouvez imaginer à Tia, ça se dirige là-bas. Donc, le feu va être très ardent. D'ici, ils vont dire, 10 à 20 jours, la bataille va se passer dans la ville de Mykolaïv. Et donc,
À chaque fois que Zelensky refuse de négocier, il risque de perdre le contrôle de la mer Noire totalement. Parce que si Nikolaev tombe et qu'il y a la bataille à Odessa, vous savez que vers la Moldavie, il y a une petite portion de la Moldavie qui est pro-russe, qui a son indépendance, qui veut se rattacher à la Russie. Donc, ceux qui sont là-bas, ils sont pro-russes. Et puis, la plus grande, comment on appelle ça, la plus grande, je ne peux pas dire base, ou bien la plus grande armerie, est-ce que c'est une armerie même? Je ne peux pas dire armerie, mais oui, je peux dire une armerie se trouve de l'Europe, se trouve dans cette autre portion de la Moldavie. 20 000 tonnes d'armes se trouvent là. 20 000 tonnes dans une base bien cachée. Il y a 20 000 tonnes d'armes. 1 tonne, 2 tonnes, 300, jusqu'à 20 000. Donc la Russie a armé cette petite partie pour ne pas que la Moldavie lance une offensive pour prendre cette partie. Sinon, il y a longtemps, les Ukrainiens auraient déjà lancé une offensive. Mais ils voient que l'endroit là, c'est un endroit qui est armé jusqu'aux dents à tir. Et s'il y a la bataille à Odessa, ceux-là, ils vont rentrer dans le mouvement. Ils vont rentrer en guerre. Donc, ils vont lancer une contre-offensive derrière Odessa. Et les Russes seront en face. Donc, les Ukrainiens auront du mal. Ils n'ont pas encore, ceux qui sont là-bas, ils ne se sont pas encore réveillés. Ils n'ont pas encore lancé d'offensive parce que les Russes ne sont pas encore arrivés à Odessa. Et donc, s'ils lancent une offensive, ça va être un peu compliqué pour eux. Donc, eux, ils assistent. Quand les Russes seront proches et que la bataille d'Odessa va commencer, ils vont se révéler là-bas, ils vont aussi lancer une contre-offensive contre Odessa. Et donc, voici des points dormants qui peuvent se réveiller à un bon matin et puis se gâter. Donc, les choses évoluent. Les choses évoluent et la Russie, l'armée russe avance vite, plutôt. C'est-à-dire, personne ne s'attendait à ce que Nikolaev soit vraiment, c'est-à-dire l'armée russe soit proche de Nikolaev parce que les Ukrainiens ont pris leur temps à préparer Nikolaev. Ils ont pris leur temps à préparer, à fortifier leur défense. Mais les Russes avancent comme si il n'y avait pas de défenseurs en fait. Tous ceux qui sont là-bas, ils s'effondrent. Donc les gens comprennent que non, ce ne sont pas des professionnels qui sont là-bas. Et que les professionnels, on les envoyait au front vers l'Est. Et que les soldats qui ont été formés vite fait, et le train qui a été frappé là, c'est là-bas, ce train se dirigeait en fait pour renforcer la ligne de défense de Nikolaev en fait. Donc le train qui a été frappé avant-hier là, où il y a eu 200 militaires ukrainiens qui ont été neutralisés, ce train se dirigeait là-bas avec des armes lourdes pour faire barrage. Parce qu'ils voient que non, la Russie avance vite. Donc voilà, donc il y a deux offensives qui se lancent sur Kharkiv et Nikolaev en ce moment où je vous parle. Et les choses évoluent très vite. Très très vite. Et donc voilà. D'où cette pression de la centrale nucléaire. Les frappes sur la centrale nucléaire pour provoquer de la radioactivité pour empêcher les soldats russes qui avancent vers Nikolaev d'avancer parce que Zaporizhzhia et Nikolaev, c'est pas loin. C'est deux trucs qui sont collés. Et donc, s'il y a radioactivité, mais les soldats ne vont plus avancer. Ils vont arrêter automatiquement parce qu'il y aura une catastrophe nucléaire. Ils vont demander aux Russes d'arrêter toute activité militaire. D'où les frappes parce que c'est une fuite à l'avance. Et les Ukrainiens ont trouvé bien que non, il faut frapper le plus tôt possible. Il faut frapper la centrale nucléaire pour provoquer un truc, un tollé international. Comme ça, la Russie va arrêter immédiatement son offensive parce qu'ils savent qu'ils sont en difficulté au niveau des trucs d'Odessa, trucs Nikolaev. Et si les soldats russes pénètrent Nikolaev, c'est pas bon. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils multiplient les frappes sur la centrale nucléaire pour que ça puisse dégénérer. Et donc, si on dit il faudrait qu'il y ait une zone tampon, cette zone tampon, il ne faut pas y avoir d'activité militaire. Donc, non seulement les forces russes qui sont au niveau de Zaporizhzhia, ils vont arrêter, et vers Nikolaev, ils vont leur demander d'arrêter toute activité militaire pour laisser du temps
aux soldats ukrainiens à renforcer encore leur défense. Et c'est ce qu'ils cherchent. C'est une stratégie qu'ils veulent mettre sur pied. Voilà, dépôt d'armes. Il y a 20 000 tonnes d'armes dans cet endroit. Donc, stock ou dépôt d'armes. Les États-Unis n'iront jamais sur le terrain. Les États-Unis, ils savent parfaitement que s'ils vont sur le terrain, ils n'auront plus de force de dissuasion. Je vais vous expliquer clairement. Je vais regarder l'heure, il est 0h15 minutes. Ok, donc ça n'a pas encore fait une heure de temps qu'on a commencé. Les États-Unis ne vont pas rentrer en guerre frontalement contre la Russie. Vous savez, il y a un sénateur américain qui a fait une vidéo qui a expliqué que la Russie n'avait pas préparé l'invasion et que l'armée ukrainienne était à 250 000. La Russie est rentrée en Ukraine avec 160 000 personnes. Et que ce n'était pas quelque chose qui était préparé d'avant. La Russie a lancé les opérations spéciales sur l'Ukraine pour éviter que l'Ukraine attaque le Donbass. Parce que l'Ukraine se préparait à attaquer le Donbass en fait. Les armes que les Occidentaux envoyaient là-bas, c'était pour en découdre avec le Donbass. Et les Occidentaux avaient promis à Zelensky qu'ils allaient les aider à reprendre les deux républiques, Lugansk et Donetsk, pour rétablir l'intégrité territoriale. Et même s'il fallait mener les actions jusqu'à reprendre la Crimée. Et donc les Occidentaux savaient ce qu'ils préparaient. Voilà pourquoi, depuis 2014, ils avaient commencé à former l'armée ukrainienne. Il y avait des spécialistes, il y avait des trucs, des formateurs, il y avait déjà même des mercenaires sur le territoire ukrainien avant même que les opérations spéciales ne commencent. Ils avaient même intégré les bases militaires ukrainiennes et celles de l'OTAN. Ils avaient fait la fusion entre les bases militaires ukrainiennes et celles de l'OTAN pour qu'ils puissent avoir un seul commandement. Et donc, même en dehors de l'Ukraine, l'OTAN pouvait commander les opérations ukrainiennes depuis des bases militaires en dehors de l'Ukraine, c'est-à-dire Pologne, France, Allemagne, ou Lituanie, ou Estonie, ou bien ils pouvaient depuis là-bas commander les opérations sur le terrain ukrainien, puisque les bases militaires et tout, c'était déjà une seule truc. Est-ce que vous comprenez? Je viens. Je viens. Voilà, donc on était où je disais, excusez-moi, donc je disais, les Américains ne peuvent pas rentrer en guerre frontalement contre la Russie, mais aussi ils sont capables de tenter le coup. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, les sanctions qu'ils ont lancées contre la Russie, pensant qu'ils allaient détruire totalement l'économie russe et qu'ils allaient ramener la Russie à l'âge de la pierre, la Russie a pris le coup, mais la Russie n'est pas tombée. La Russie est restée sur ses pieds. Et la Russie mène une contre-offensive économique contre les pays européens, contre l'Europe. Et donc ça, pour les Européens, c'est inadmissible. Qu'est-ce qui se passe au juste? Les pays de l'euro-asiatique, c'est-à-dire
les pays ils sont dans un groupe, on appelle ça euro-asiatique. Il n'y a pas longtemps, c'est aujourd'hui ou hier, ils se sont entendus pour créer une monnaie unique. Donc cette monnaie a pour objectif de s'opposer au dollar et à l'euro. Pour concurrencer le dollar et l'euro sur le plan global, pour éviter que les pays du monde ne se fassent sanctionner par les États-Unis. Et donc cette monnaie aura pour but de permettre aux gens de commercialiser avec le monde entier sans qu'une sanction ne puisse être exercée sur ces pays-là. Et la Russie est à l'initiative de ça. L'Inde est déjà d'accord, l'Iran est d'accord, la Chine est d'accord, et d'autres pays de l'Euro-Asie. Et donc, ils ont dit, si d'autres pays veulent s'ajouter. Et donc, du coup, les Américains voient un danger. Ils se disent, non, 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 non. Parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, le dollar prédomine. L'euro, après le dollar vient l'euro. Ce sont ces deux différentes monnaies qui prédominent sur la terre entière. Et donc, ils ont toujours utilisé ces deux instruments pour montrer leur suprématie, pour envahir les autres pays ou bien sanctionner les pays et leur faire accepter ce qu'eux ils veulent. Parce qu'ils savaient qu'en dehors de ces deux monnaies, personne ne peut faire du business avec une autre monnaie. Mais ils voient qu'avec les sanctions qu'ils ont émises contre la Russie est un grand pays et que ce n'est pas un petit pays. Et donc, les pays qui avaient pour habitude de commercer avec la Russie ne peuvent pas, d'un moment à un autre, laisser tomber la Russie. Ils se disent, c'est inadmissible. C'est un pays qui livre du gaz à beaucoup de trucs de pays. C'est un pays qui livre du pétrole à beaucoup de pays. C'est un pays qui donne assez de céréales à beaucoup de pays. Que ce soit le blé, ils sont les premiers exportateurs de trucs de blé au monde. C'est un pays qui livre des armes à des pays. Et des pays tiennent leur défense grâce aux armes russes. Et les Occidentaux mettent des sanctions. Ils disent non, tout pays n'a qu'à couper sa diplomatie avec la Russie, n'a qu'à couper le commerce avec la Russie. Et donc des pays disent non, 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 on ne peut pas. Ce n'est pas des petits pays comme Cuba ou l'Iran pour dire non, bon, ce n'est rien. Non, 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 non. C'est-à-dire un pays comme l'Inde. Si l'Inde coupe ses relations avec la Russie, l'Inde n'aura plus de capacité militaire. Je vous le dis, c'est un pays qui c'est un pays nucléarisé. Mais l'armement indien, la majeure partie de l'armement indien vient de la Russie. Donc, il faut entretenir ces armes. Ah oui, la maintenance. Et donc, si l'Inde décidait de couper ses relations avec la Russie, ça veut dire qu'il n'y aura plus de maintenance. Et donc, les avions que l'Inde avait achetés du côté des trucs de la Russie, si ces avions tombent en panne, il n'y aura plus de pièces. Donc, ces avions seront cloués au sol. Or, l'Inde et le Pakistan ne s'attendent pas. L'Inde et la Chine ne s'attendent pas. Et donc, l'Inde doit être en mesure de se défendre. Ce n'est pas uniquement le nucléaire qu'on prend pour se défendre. Et donc, les Indiens, ils voient ça d'un mauvais œil. Ils se disent, mais non, putain, mais les Occidentaux nous demandent de couper les relations avec la Russie. Mais ils vont nous affaiblir militairement. Or, les Indiens n'ont pas oublié la colonisation anglaise sur l'Inde. Donc, ils voient tout ça. Ils disent, ben, si on s'affaiblit militairement, ils sont capables de nous envahir. Ou bien la Chine est capable de faire. Non, nous, on ne veut pas couper notre relation avec la Russie. Et qu'est-ce qu'ils font? Mais ils ont mis un système parallèle sur pied entre l'Inde et la Russie. Ils n'utilisent plus le dollar. Le dollar a été banni dans leur commerce entre les deux pays. Voici ce qui a été mis sur pied. Et ça, l'Amérique, on ne cautionne pas ça. Parce que l'Inde peut acheter n'importe quoi auprès de la Russie sans qu'elle ne reçoive de sanctions. Est-ce que vous comprenez? Parce que le dollar ne sera plus utilisé. Donc, ils vont utiliser ça pour dire non, ne faites pas comme ça. Non, ils feront leur... Et les Européens voulaient que les Chinois cessent de faire du business avec les Russes. Mais la Russie, ce n'est pas un petit pays. La Chine a besoin d'énergie. Au moment où l'énergie fait du buzz ici en Europe, et chaque pays européen se cherche, il court, il s'en va vers les Algériens, il cherche de l'énergie.
La Chine a cette énergie à bon prix. Chez les Russes, les Européens disent non, laissez ça, coupez tout. Non, les Chinois disent non, non, non. Si vous ne voulez pas qu'on utilise le dollar, mais nous, on met un autre système sur pied pour commercer avec les Russes. Et donc, entre les Russes et les Chinois, ils utilisent le yuan et le rouble pour éviter toute sanction. Et la Chine achète une grande partie de ses armes chez les Russes. Ah oui, des gens ne savent pas, mais les Chinois, ils achètent leurs armes chez les Russes. Donc la Chine est un grand truc, est un grand pays acheteur d'armes auprès des Russes. Donc le marché russe, le marché de l'armement russe, mais c'est un grand marché en Chine. Quand les Russes font sortir des avions, les Chinois achètent ça. Les systèmes de défense, certains missiles et tout. Et même des trucs, des sous-marins, les Chinois achetaient ça. Et donc, c'est des gros acheteurs d'armes russes. Malgré que la Chine est une grande puissance militaire, mais elle a besoin de la technologie russe. Parce qu'en matière d'armement, en matière de technologie d'armes, la Russie est avancée que la Chine. Sur le plan de la technologie de l'armement, oui, la Russie est avancée. Mais sur le plan économique, la Chine est vraiment avancée. Donc voilà, la Chine a toujours besoin de la technologie militaire russe. Donc elle achète toujours ses produits chez les Russes. Et à un moment donné, on dit non, il faut couper. Oh, il y a tension entre la Chine et les Américains au niveau de Taïwan. Et les Chinois vont dire, oh, non, on coupe. Non, ils ne peuvent pas couper. Ils ont besoin des armements russes. Ils ont besoin de l'aide russe pour affronter les Américains. Donc, ils ne peuvent pas couper comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils mettent un autre système. Ils ont mis le rouble yuan sur place pour commercer les Russes. Les Iraniens, on dit, oh, coupez. Mais les Iraniens, lorsqu'ils ont subi les sanctions depuis les années 1900, mais les Russes les ont toujours soutenus. Et donc, maintenant, où la Russie a été sanctionnée, on dit non. Les Iraniens disent non, nous, on ne peut pas survivre sans le commerce avec la Russie. Et les armes iraniennes, une grande partie viennent de la part des Russes. Les Russes vendent les S-300 aux Iraniens pour leur défense, pour les sites stratégiques, pour les sites nucléaires que Israël vise à frapper. Donc ce sont les batteries S-300 russes qui montent la garde sur ces différents sites pour éviter que ces sites ne soient bombardés par une frappe aérienne préventive israélienne. Et donc ces missiles doivent être entretenus par les experts russes. Donc si l'Iran coupe les liens, ils font comment? Non, il ne peut plus entretenir ces missiles. Et donc du coup, ça ne peut pas arranger l'Iran. L'Iran fait du business, du commerce avec la Russie. Et donc, ils ont mis un système parallèle sur pied en écartant le dollar. Est-ce que vous comprenez la logique? Donc, la Turquie aussi, qui elle aussi dépend de la Russie au niveau de son énergie. On lui dit de couper les liens. Mais s'il coupe les liens, Erdogan va éclairer les Turcs comment? Et les centrales nucléaires qui sont en construction en Turquie, qui va les terminer? Hein? Mais c'est l'entreprise russe qui est la meilleure au monde en matière de construction de nucléaire. Et les Occidentaux le savent. En matière de construction des sites nucléaires, la Russie est numéro 1, meilleure dans ça. Et donc, est le premier, c'est-à-dire c'est le premier pays exportateur d'énergie nucléaire à travers le monde. Même les pays européens, beaucoup demandent à la Russie de construire leur site nucléaire. Donc, la Turquie, il y a des sites nucléaires qui sont en construction en Turquie. Et c'est la Russie, l'entreprise russe qui fait ça. Donc, si la Turquie coupe, mais la Russie va arrêter. Oh, Erdogan a besoin de ces sites nucléaires. Qui va se négliger? Il a besoin de ça pour avoir des trucs de l'énergie. Et la Russie fait passer son pétrole et le gaz en Turquie. Donc, s'ils coupent, mais ils font comment pour se chauffer? Ils font comment pour... Non, Erdogan dit, écoutez, nous, on va payer ça en roubles. On écarte le dollar. On va faire le commerce, business en roubles. Ah, ils ne sont pas gaou. Donc, les Européens sont fâchés. Les Saoudiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un rouble dinar entre les Russes. Parce que les Saoudiens, ils veulent aussi, voilà, départager les trucs. Donc, voilà
Et quand les Américains, ils voient ça, ils se sentent frustrés. Ils se disent, mais attends, on ne peut pas laisser les Russes continuer sur ce chemin. Si on les laisse d'ici 10 ans, on ne peut plus dominer le monde. D'ici 10 ans, aucun pays au monde ne peut encore nous respecter. On va perdre notre influence. De la manière la Russie s'est engagée, mais c'est un danger. Pourquoi ne pas lancer une guerre? Ils sont capables, en ce sens, de lancer une guerre pour empêcher la Russie d'accomplir la mission sur laquelle elle s'est engagée. Donc, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Parce que les Européens, ils ne se sont jamais dominés par d'autres peuples. Alors, donc les Européens, depuis la nuit des temps, ils ont toujours dominé le monde à travers la monnaie. C'était la monnaie anglaise et après la monnaie américaine. Donc maintenant, accepter de se faire dominer par d'autres, pour eux, c'est inadmissible. Et donc, ils sont capables de déclencher n'importe quoi. Parce que il y a des fous parmi eux. Il y a des fous qui ne vont jamais accepter qu'ils soient dominés. Donc, il y a des fous qui vont dire, ben, on est mort, déclenchons une guerre pour empêcher la Russie et la Chine, ainsi que l'Inde, d'atteindre leurs objectifs. Parce qu'eux, ils veulent toujours dominer. Voilà d'où vient la colonisation. Ils ont colonisé même la Chine, l'Inde, tout ça. Ils ont colonisé ces différents pays. Est-ce que vous comprenez? Même l'Afrique, nous, Africains, on est mieux placés pour le savoir. Ils ont colonisé même l'Amérique. Et donc, pour eux, il faut dominer. Et aujourd'hui, ils voient des puissances qui contestent leur domination, qui refusent cette domination, qui mettent d'autres systèmes parallèles sur pied pour les contrecarrer sur le plan économique et d'autres sur le plan militaire. Ils se sentent, comment on appelle ça? Ils se sentent frustrés. C'est-à-dire ils ont touché leur orgueil. Et donc, pour eux, ils sont blessés. C'est comme des lions blessés. Et donc, ils peuvent faire n'importe quoi. Où on est là, ils peuvent faire n'importe quoi. Pour toujours maintenir leur domination. Mais rien n'est garanti. Si jamais il y a une guerre, rien n'est garanti qu'ils remportent la victoire. C'est ça aussi. Et c'est ce qui les inquiète. Mais il y a un sénateur américain qui a été clair. Il dit que Poutine n'avait pas préparé l'opération spéciale. Et que c'est quelque chose qu'il a lancé pour éviter que le Donbass ne soit attaqué. Mais les Russes ont les moyens d'anéantir l'Ukraine. Mais ils ne frappent pas partout. Ils ne larguent pas un paquet de bombes sur l'Ukraine parce qu'ils trouvent que le peuple ukrainien et le peuple russe sont amis et frères. La preuve en est que quand Poutine signe des décrets et il demande aux Ukrainiens, ceux qui veulent avoir la nationalité russe, ils n'ont qu'à venir s'enrôler, se faire enrôler. C'est parce qu'ils voient que le peuple russe et le peuple ukrainien sont un seul peuple. Voilà pourquoi ils ne font pas n'importe quoi en Ukraine. Et les gens disent, oh, ils sont faibles. Mais ils n'ont qu'à croiser un autre peuple qui ne considère pas comme un peuple frère. Et vous allez voir la réaction de l'armée russe. L'armée russe fait très attention. Elle fait très attention. Parce qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens en Russie et qui ont leur famille de l'autre côté. Donc, ils ne peuvent pas agir n'importe comment, larguer des paquets de bombes. Sinon, ils ont des avions qui font tomber des milliers de bombes pour détruire. Mais ils ne le font pas. Pourquoi? Quand ils larguent leurs missiles, c'est des points ciblés. Ils ne jettent pas des tapis de bombes comme ça, non. Ils ne font pas ça. Donc, voilà pourquoi l'opération est appelée opération spéciale. Sinon, une guerre totale, la Russie a combien de trucs de militaires? Hein? Au moins 1 900 000 trucs, ou bien 1 800 000 trucs militaires sur son territoire, sans compter les réservistes. Vous allez dire, ceux qui se sont engagés, c'était 160 000, non? Mais est-ce que la Russie a utilisé 1 million de militaires sur le terrain? Si elle voulait envahir totalement l'Ukraine, elle allait déchaîner au moins
500 000 ou 1 million de trucs de militaires sur le champ de bataille pour dire envahissez-moi l'Ukraine. Est-ce que les Ukrainiens allaient résister face à 1 million de trucs de soldats russes qui allaient se déchaîner, attaquer dans tous les sens en même temps, avec des trucs, des armes lourdes, des avions déchaînés de partout, des hélicoptères. Ils ne pouvaient pas, ils allaient fuir, déposer les armes, commencer à fuir. Maintenant, ils ne le font pas. Ils font une routine. Hein? Ceux qui ont combattu, ils s'en vont, ils se reposent, et d'autres viennent pour les remplacer, et puis ils font, c'est ce qu'ils font en Ukraine. Mais malgré ça, ils gagnent du terrain. Malgré ça, ils gagnent du terrain. Donc voilà un peu la réalité du terrain. Voilà un peu la réalité du terrain. Et les Américains, ils ont fait comprendre que non, eux, ils n'en ont rien à foutre de combien d'enfants ukrainiens qui meurent, combien de femmes ukrainiennes qui meurent, combien d'hommes ukrainiens qui meurent. Et que eux, ce qu'ils veulent, leur objectif, c'est de se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Quel que soit le nombre de morts ukrainiens, ils n'en ont rien à foutre. Eux, c'est pour affaiblir la Russie. Et donc, ils soutiendront la truc en Ukraine. Et qu'il n'y aura jamais de paix en Ukraine, hein, qui sera négocié entre Ukrainiens et Russes. Et que si jamais il doit avoir paix, ce sont les Américains qui donneront l'ordre au gouvernement ukrainien, puisque c'est eux qui décident à la place du gouvernement ukrainien. C'est clair. Ce qui veut dire, ce qui se passe, ce n'est pas Zelensky lui-même. Et tous les discours que Zelensky tient, ça vient du truc des États-Unis d'Amérique. Voilà pourquoi ils sont les véritables financiers de cette guerre de l'Ukraine. C'est eux qui financent. Est-ce que vous ne voyez pas? C'est eux qui envoient les armes, comme si c'est eux qui étaient en guerre directe. C'est eux qui envoient les conseillers, les renseignements. C'est eux qui envoient tout. Leur objectif, c'est qu'ils voient une concurrence directe. Moi, j'ai compris ça. Ils voient une concurrence directe, une concurrence économique entre la Chine et les États-Unis. Et la concurrence militaire. Les Américains, ils ne respectent pas les Chinois sur le plan militaire, en fait. Est-ce que vous comprenez? Ils ne respectent pas les Chinois sur le plan militaire parce que eux, ils se disent que les Chinois sont moins puissants sur le plan militaire que la Russie. Mais sur le plan économique, la Chine est plus dangereuse que les autres pays du monde. Et donc, les Américains ne peuvent pas affronter les Chinois si la Russie est puissante. Je répète, l'Amérique ne peut pas affronter la Chine militairement parlant si la Russie est puissante. Et qu'est-ce qu'ils font? Leur objectif, c'est d'affaiblir la Russie militairement pour ne pas que la Russie puisse se défendre elle-même. Et suite à ça, ils vont attaquer la Chine. Donc, ils se disent, s'ils attaquent la Chine, mais le plan de Poutine de vouloir concurrencer les Américains sur le plan économique, ça va foirer, puisque c'est la Chine qui fait le poids sur le plan économique. Mais tout ce qui est énergie, la Russie a ça. Et donc, avec la Russie et la Chine, donc la Russie va apporter le domaine militaire, sur le plan militaire pour défendre leur plan. La Chine sur le plan économique et tout. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent non, il faut créer une guerre totale entre les Européens et la Chine pour démanteler l'économie chinoise, pour détruire l'économie chinoise, pour ne pas que un pays dans ce monde se mesure avec les Occidentaux sur le plan économique. Mais pour y arriver, il faut d'abord affaiblir la Russie. D'où cette histoire de guerre. Donc c'est eux qui ont provoqué la guerre. Ils savaient que la Russie allait réagir en provoquant. Mais quand même, ils ont poussé les Ukrainiens. Donc ils utilisent les Ukrainiens pour atteindre leur objectif. C'est-à-dire faire tout pour que la Russie se désarme au sein de l'Ukraine. Et quand ils verront que la Russie est affaiblie sur le plan militaire, la Russie ne pourra plus aider la Chine, militairement parlant, pour combattre les Européens. En ce moment-là, les Européens provoqueront un affrontement direct entre la Chine et Taïwan, parce qu'ils vont pousser Taïwan à proclamer son indépendance. Sachant bel et bien que si Taïwan proclame son indépendance, la Chine agira militairement. Et c'est là qu'ils vont attendre les Chinois. Donc quand les Chinois vont agir militairement, eux ils vont dire, bon, on ne peut pas laisser Taïwan. Ils vont s'immiscer directement dans la guerre. Et donc, ils seront rassurés, ils vont dire, mais si on s'immisce directement dans la guerre, on sait que la Russie ne va pas bouger parce qu'elle est affaiblie. Et donc, les Chinois ne pourront pas faire quoi que ce soit. On
on pourra maîtriser les Chinois. Et donc, voilà leur vision. Voilà pourquoi ils sont là, ils sont impliqués, eux tous, ils s'immiscent dans cette histoire de trucs. Et souvent, ils titillent les Chinois vers Taïwan pour voir. Mais ils voient que non, la Russie n'est pas affaiblie. Et que la Russie est encore puissamment armée. Et donc, du coup, ils ne sont pas prêts à déclencher les hostilités au niveau de Taïwan. Ils veulent voir la Russie être affaiblie. Une fois que la Russie est affaiblie, ils vont détruire, ils vont déclencher une guerre totale contre la Chine. Comme ça, c'est fini. Une fois que la Chine est détruite, militairement parlant, économiquement parlant, mais la Russie ne peut plus recevoir l'aide de la Chine au niveau économique. Donc la Russie sera obligée d'accepter les conditions que les Européens vont leur imposer. Pour dire, on veut que vous fassiez comme ça. Et donc la Russie ne va plus être une barrière pour eux, ne va plus être un pays qui va être hostile aux Européens, qui va accepter, oui, les Chinois aussi vont se soumettre. Mais est-ce que les calculs vont aboutir? Voici la question que les gens se posent. Puisque Poutine, il est conscient de ce que les Occidentaux veulent. Il sait ce qui se passe. Voilà pourquoi Xi Jinping soutient l'opération militaire. Et il ne laisse pas les Russes s'affaiblir sur le plan économique. Et donc les Russes, pendant qu'ils font, ils s'arment encore. Ils fabriquent encore d'autres armes. Et donc les Occidentaux, ils risquent de voir que non, la Russie ne s'affaiblit pas. Au contraire, elle s'arme, au contraire, elle gagne de l'expérience en matière de combat, en matière de technologie militaire, parce qu'ils voient leur faille et puis ils vont améliorer ça, ils vont créer d'autres armes pour boucher ces trous-là qui leur font défaut. Et les Occidentaux, ce qu'ils espéraient obtenir, c'est le contraire, ils risquent d'obtenir. Donc voici un peu. Donc voici un peu ce qui se passe. Si vous n'avez pas compris, c'est que vous n'avez pas compris la géopolitique. Donc voilà un peu. Ça c'est ma lecture. Parce que les Occidentaux ont peur d'affronter la Russie directement. Pourquoi? Parce que les pays occidentaux sont trop proches de la Russie. Et donc s'il y a une guerre directe, ils risquent de se faire nucléariser en fait, se détruire, ils vont s'auto-détruire, ils vont détruire la Russie, mais eux aussi ils risquent, il y a d'autres pays qui ne vont plus exister. Il y a d'autres pays qui vont perdre leur existence. Et il y a d'autres pays qui risquent, il y a il y a plusieurs villes qui risquent de ne plus être habitées. Et donc ils évitent un affrontement direct avec la Russie, sur le plan militaire. Mais avec la Chine, les Occidentaux, ils n'en ont rien à foutre. Ils se disent, ce sont des missiles balistiques. D'ici, ça va quitter la Chine, ça va traverser plusieurs pays. Et donc, ces pays-là sont capables d'intercepter ces missiles en l'air pour éviter que ça frappe le sol occidental. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi ils placent des bases militaires au Moyen-Orient, dans les pays arabes, des batteries antimissiles pour contrecarrer les missiles chinois qui quitteraient en Chine vers la direction européenne. Donc eux, ils se disent, ils sont rassurés. Sur ce plan-là, ils peuvent déjà vouloir intercepter ces missiles depuis le Moyen-Orient pour éviter que ces missiles frappent le territoire européen. Et donc, ils ont déjà ce plan. Mais avec la Russie est proche. Stalingrad, il y a eu une poche entre la Pologne et la Lituanie. Il y a un pays qui est, il y a eu une poche qui est là, qui appartient à la Russie. Il y a des missiles nucléaires qui sont placés là-bas. Biélorussie, la Russie peut utiliser la Biélorussie pour frapper certains pays européens. Et donc, du coup, quand ils regardent ça, ils disent non, affrontement direct entre la Russie et l'OTAN, ça va faire saigner beaucoup les pays membres de l'OTAN, même s'ils détruiront une grande partie de la Russie, mais les pays membres de l'OTAN risquent aussi d'être détruits. Et donc, ils se disent non. Affrontement entre la Chine et les pays de l'OTAN, oui, c'est possible parce que la Chine est loin, est jusqu'en Asie là-bas. Et donc, l'Inde ne va pas laisser les missiles chinois survoler le territoire indien pour frapper. Israël ne va pas laisser les missiles chinois survoler Israël pour frapper. Et l'Arabie Saoudite, où il y a des batteries antimissiles, en Turquie, et tout, donc ils comprennent tout ça. Voilà pourquoi avec la Chine, ils n'en ont rien à foutre en fait. Ils sont chauds pour aller et ils se disent avec la Corée du Sud et le Japon, voilà,
s'il y a un affrontement, ce sont ces pays qui vont encaisser et que eux, ils vont envoyer leur base avancée pour voilà, menacer la Chine à une guerre totale et que eux, leurs territoires ne seront pas menacés. Voilà pourquoi ils font ça avec la Chine, ils sont chauds, mais avec la Russie, ils font très attention. Donc, sur ce, on se laisse. Je vous souhaite une très bonne nuit. Prenez bien soin de vous. Que Dieu bénisse chacun de vous. Ciao.